J'ai grandi près de Paris, d'une mère finistérienne qui avait rencontré un Parisien. Et donc, c'est à Paris que j'ai fait mes études de sage-femme dans un grand hôpital universitaire. Vers la fin de mes études, j'ai eu l'opportunité d'aller faire un stage au Niger, de découvrir des pratiques culturelles autour de la naissance. Et puis ensuite, je suis rentrée à Paris et pendant quelques années, j'ai travaillé dans différentes maternités parisiennes et surtout dans une. Et c'est sur ces premières années d'expérience professionnelle que je suis passée de la théorie à la pratique, même si les études comportaient déjà pas mal de pratiques. Mais je me suis assez vite rendu compte qu'il y avait d'autres facteurs que des facteurs médicaux qui pouvaient influencer la naissance. Un jour, pas très longtemps après mon diplôme, je m'occupais d'une femme qui allait accoucher, qui était en travail. Tout allait bien, elle était sous péridurale, ça avançait bien. C'était un peu un challenge cet accouchement parce qu'elle avait eu une césarienne pour son premier enfant. Et donc c'est toujours un petit peu plus délicat d'arriver à ce qu'elle accouche normalement pour un deuxième enfant. Mais là, ça se passait vraiment bien. Et à un moment, je lui dis, c'est super, on est à 8 cm, le bébé appuie bien. Et je vois passer un drôle de truc dans son regard, mais je ne fais pas très attention. Bon. Et puis quand je reviens en pensant qu'on allait bientôt s'installer pour l'accouchement, je la réexamine. Et là, je ne sentais plus le bébé. Il était complètement remonté. Le col était complètement ouvert, mais le bébé était plus du tout dans le bassin. Et ça, j'avais jamais vu ça dans ma formation. Je ne pensais pas que ça pouvait exister. Et puis, d'un seul coup, je vois dans ses yeux qu'elle veut me parler, qu'il faut qu'on soit seuls. Donc je trouve un prétexte pour faire sortir son mari. Et là, en 5 minutes, elle me déballe qu'elle est en analyse depuis 10 ans, qu'elle a des relations hyper compliquées avec sa mère, que c'est une petite fille qui va arriver, qu'elle ne sait pas si elle va pouvoir être mère d'une fille. Donc moi, j'ai été un petit peu décontenancée. Je lui ai juste dit que pour moi, sur le plan obstétrical, tout allait bien, que je la sentais tout à fait capable d'accoucher normalement. Et ça a été comme si j'avais déverrouillé une porte. 5 minutes après, le bébé était là. Donc ça a été une grande leçon dans mes premières années de pratique. Et puis, en 2001, il y a eu une grande grève des sages-femmes. Très grande grève. On n'entend pas beaucoup parler parce qu'on n'est pas très nombreuses, mais pour nous, c'était une sacrée grève. Et pendant cette grève, j'ai rencontré les sages-femmes d'une autre maternité avec qui j'ai bien discuté et j'ai fini par aller travailler avec elles. Et je suis partie travailler à la maternité des Bleuets, qu'on appelle aussi l'hôpital des métallurgistes, qui est une maternité qui a été connue dans les années 50-60 pour son travail autour de l'accompagnement de la naissance, dite méthode accouchement sans douleur. Et donc là, j'ai trouvé une équipe très impliquée sur l'accompagnement de la douleur autour de la naissance. Là, je me suis rendu compte que la péridurale n'était pas forcément la seule solution à l'accompagnement de la douleur. Même si en France, on en fait beaucoup, puisqu'on est à 80% en France à peu près aujourd'hui, contre 30% à peu près en Angleterre, aux Pays-Bas ou en Allemagne. Et dans cette maternité, j'ai vu des femmes accoucher dans différentes positions, accroupies, à 4 pattes, des choses que je n'avais pas trop vues avant. J'ai vu aussi qu'on pouvait prendre son temps, éventuellement, pour laisser le temps à l'enfant d'arriver. C'est la première maternité où j'ai vu qu'on pouvait tamiser la lumière à l'accouchement. Des femmes aussi qui accouchaient dans l'eau. Et là, je me suis rendu compte que l'environnement de la naissance était vraiment important, que la sécurité médicale, c'était une chose, mais qu'il y avait aussi que c'était important que les femmes se sentent en confiance. Et puis surtout qu'elles savent ce qui est bon pour elles et qu'elles savent comment se mettre si on les laisse un petit peu faire.
Et à cette période-là, il y avait des projets qui arrivaient, qui étaient des projets de maisons de naissance, qui sont des lieux un peu alternatifs entre la maison et l'hôpital pour accoucher. Et cette maternité soutenait un de ces projets. Et donc j'ai commencé à militer pour le libre choix du lieu de naissance des femmes. Et c'est à peu près à cette période-là aussi que j'ai eu mon premier enfant, qui est né il y a 9 ans jour pour jour. Et quand j'ai été enceinte de mon premier enfant, ce qui s'est imposé à moi, c'est que j'avais envie qu'il naisse chez moi. J'avais envie qu'on me fiche la paix. Donc c'était prévu pour le printemps. Je me voyais fouler l'herbe. Et c'était hyper important pour moi de pouvoir être dans l'herbe pendant le travail. Je ne sais pas pourquoi. Et comme j'habitais à Paris, j'avais été faire le tour du quartier pour repérer un square qui ne fermerait pas à 17h. J'avais trouvé. Et au final, je ne suis pas sortie de chez moi. Je suis restée dans mon appartement. C'était un travail long avec mon compagnon, ma sage-femme qui était aussi une copine, et une autre copine qui était là, qui nous a cuisiné des aubergines à la sicilienne. C'était beaucoup d'énergie et c'était un grand apprentissage pour moi. Mon deuxième enfant est né à Brest et il était prévu pour l'automne. Et là, je me voyais plus... j'avais envie d'une tanière, j'avais envie de quelque chose de tamisé, pas de lumière, j'avais envie de tenture, de bougies. Donc on s'est préparé comme ça. C'était un travail beaucoup plus rapide, comme souvent les deuxièmes bébés. Tellement rapide qu'il est arrivé avant la sage-femme. Et c'était pas douloureux. Ça peut paraître étonnant, mais quand il est sorti, j'ai pas eu mal. Je pense que c'était exactement au rythme où ça devait se passer. Et j'étais tellement surprise que ça puisse se passer comme ça, que quand il a été dans mes mains, pendant 1 minute, j'ai répété « C'est incroyable, c'est incroyable ». Mon troisième enfant est né dans des conditions complètement différentes, parce qu'il y a eu un problème qui a fait que j'ai dû avoir une césarienne avant le travail. Donc, d'abord un travail sur moi pour accepter ça. Et puis je me suis rendu compte que ce qui me gênait le plus, justement, comme le deuxième était né dans la pièce où il avait été conçu, avec les gens qu'il avait conçus, là c'était une autre affaire. Et ce qui me gênait, c'était que ce soit d'autres mains que les nôtres qu'il touche quand il arriverait. Et on a demandé à l'obstétricien qui allait le sortir de bien penser dans ses mains que c'était un être humain qu'il allait avoir dans les mains et pas juste un petit paquet. Et aujourd'hui, je suis sage-femme à Brest et je suis régulièrement sollicitée par des femmes qui ont le projet d'accoucher chez elles, ce qui en France n'est pas très commun. Mais malgré tout, j'ai beaucoup de demandes sans le dire, alors que je ne l'affiche pas à la porte de mon cabinet. Donc je vis ça, moi, comme un engagement politique vis-à-vis du libre choix des femmes à décider de la manière dont elles veulent accoucher et du lieu où elles veulent accoucher. Et quand j'accompagne une naissance, je vais chez les gens. Donc déjà, j'arrive, je frappe, je demande où je peux poser mes affaires. Ça repose un petit peu les choses. Et puis on se connaît, parce qu'on a cheminé ensemble tout au long de la grossesse. Donc il y a une intimité qui se crée pendant la grossesse. Et en fait, mon travail, c'est surtout de ne rien faire, d'accompagner la femme dans son chemin de devenir mère, de
lui garantir ma confiance dans sa capacité à donner la vie, pour qu'elle puisse avoir confiance et laisser faire son corps. Parce que pour pouvoir accoucher, il faut lâcher un petit peu le cortex. C'est pas le cortex qui guide l'accouchement, c'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien. C'est quelque chose d'assez primitif, assez animal finalement. Et pour arriver à cet état, il faut sortir un peu de sa culture et laisser faire. Un peu comme quand on fait l'amour finalement. Si on ne se lâche pas, on ne peut pas aller jusqu'au bout. Moi, je veille dans un petit coin. Les sages-femmes allemandes, quand elles accompagnent des naissances à la maison, elles tricotent un bonnet pour le bébé. Et pendant tout l'accouchement, elles tricotent. Bon, moi, je ne sais pas tricoter, mais je vais peut-être apprendre. Il y a souvent un moment un petit peu difficile à la fin, un cap à passer. C'est quand la femme sent qu'elle est au bord d'être mère, que le bébé est vraiment en train d'entrer dans le bassin. Il y a ce qu'on appelle, nous, la phase de désespérance, où là, la femme a vraiment besoin de soutien. C'est le moment où elle dit « Je vais jamais y arriver, je vais mourir, je veux rentrer à la maison ». Sauf que là, elle y est à la maison. Et puis juste après, le bébé commence à lui montrer le chemin. Et il se met à pousser dans son bassin. Il la guide vers la sortie. C'est un moment d'une extrême puissance et d'une extrême force. Et puis le bébé arrive, petit mammifère. Quelquefois, la maman renifle son bébé, vraiment comme le ferait une brebis. Et quelques heures plus tard, quand je me suis assurée que tout va bien et que je m'en vais, je ferme la porte et je sais que c'est en général le moment que les couples préfèrent, où ils se retrouvent seuls avec leur bébé dans leur lit. Et moi, je repars avec beaucoup d'énergie parce que chaque naissance m'apprend quelque chose et chaque naissance renouvelle ma passion pour mon métier. Et je me dis que j'ai vraiment de la chance de faire ce métier-là.